Bien, bonjour à tous. Je suis très honorée de retrouver aujourd'hui Florian Kova sur ma chaîne. Florian Kova, votre domaine de recherche, c'est la philosophie expérimentale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie expérimentale, donc notamment la définir, parler des principaux enjeux dans ce domaine et aussi de comment elle s'inscrit dans la philosophie de manière plus générale. Donc déjà, Florian Kova, je vous laisse vous présenter avant tout. Merci, bonjour, donc je suis Florian Kova, je suis, chercheur et enseignant en philosophie à Genève. Voilà. Déjà, comment définiriez-vous aujourd'hui la philosophie expérimentale? Donc non seulement par ses méthodes, mais aussi par son projet intellectuel, les sujets qui sont principalement abordés, et je vous laisserai décrire des études typiques dans ce champ de recherche. Ouais, alors, ça va être à la fois simple et un peu plus compliqué quand on rentre dans le détail parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce que c'est une fois qu'on parle du truc le plus simple. Alors, en gros, à la base, la philosophie expérimentale, c'était juste l'idée que, des fois alors la philosophie, ça fait longtemps qu'elle s'intéresse aux données des sciences et qu'elle les intègre pour répondre à ces questions. Mais parfois, par exemple, les sciences fournissent pas les données nécessaires. Alors juste pour donner un exemple, par exemple, il y a un champ de la philosophie, c'est la philosophie de l'art. Puis à côté, on a des champs qui s'occupent à l'art de façon empirique, par exemple la neuroesthétique, l'esthétique expérimentale. Puis il y a plein de questions que se posent les philosophes qui sont pas du tout étudiées, par ces champs-là, en fait, par exemple. Par exemple, une question, classique en philosophie de l'art, c'est: est-ce que les gens pensent qu'on peut savoir que quelque chose est beau sans le voir nous-mêmes? Est-ce que faire confiance à quelqu'un qui dit: «Ah, ce film était très bien, ce tableau était très beau», ou est-ce que pour le savoir, il faut vraiment le savoir soi-même? Les philosophes se battent là-dessus en disant: «Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'intuition qu'il faut vraiment voir le tableau par soi-même pour savoir si c'est beau». Donc ça, c'est des questions qui sont empiriques. Effectivement, qu'est-ce que le sens commun dit là-dessus? Puis vous pouvez toujours attendre que les scientifiques, neuroscientifiques, psychologues, qui travaillent sur l'art, répondent à ça. C'est pas du tout des questions, je pense qu'ils sont même pas au courant que ces questions existent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a dans un certain nombre de domaines, certains philosophes se sont dit: «Bon, pourquoi on n'irait pas voir nous-mêmes?» Alors ça se fait dans un contexte, ça se fait au début des années 2000, ça se fait dans un contexte, je pense, qui est assez favorable. C'est l'idée que, il y a tout ce champ des sciences cognitives, donc vous connaissez bien, qui se, qui monte, hein, qui se développe bien. Donc se dire qu'il y a de plus en plus de philosophes qui, dans leur formation, ont vraiment touché de près, aux méthodes expérimentales. Donc il y a une petite idée de comment ça se fait. Donc voilà, alors en fait, vraiment à la base, la philosophie expérimentale, c'est juste ça, c'est comme on va le voir, il y a un certain nombre d'arguments philosophiques ou de positions philosophiques qui reposent sur, un certain nombre d'énoncés qui sont testables. Par exemple, la plupart des gens pensent que dans ce cas-là, les gens feraient ci, heu et ces observations-là, elles servent à la base d'arguments philosophiques, mais en fait, elles ne sont pas testées, elles pourraient être testées, en fait. Donc voilà, dans les années, donc au début vraiment la philosophie expérimentale, elle apparaît au début des années 2000, avec vraiment des philosophes qui prennent des choses comme ça et qui vont commencer à les tester. Un des premiers papiers, c'est un papier qui est paru en 2001, qui s'appelle, heu, ro Intuition Driven Romanticism, je me rappelle plus dans quel journal, qui est vraiment basé sur la philosophie de la connaissance, en fait. Il y a tout ce champ qui est la philosophie de la connaissance en philosophie, qui cherche, par exemple, entre autres, à définir ce que c'est la connaissance. Quand est-ce qu'on le sait? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un sait quelque chose? Et ça, c'est tout un bazar. Et en général, ce genre de débat en philosophie repose beaucoup sur prenons une définition de la connaissance. Disons, par exemple, la connaissance, c'est, quand on croit quelque chose est vrai, que c'est effectivement vrai, mais ça suffit pas, hein. Par exemple, avoir une croyance qui est vraie, ça suffit pas à faire une connaissance. Par exemple, on pourrait imaginer, quelqu'un qui est perçu alors un exemple que tu utilises en philosophie expérimentale, c'est le suivant: imaginez que je suis persuadé d'avoir des pouvoirs psychiques qui me permettent de prédire quand est-ce que va tomber la pièce quand je tire à pile ou face. Bon, je réussis la moitié du temps, mais ça me décourage pas, je suis quand même persuadé que mes pouvoirs marchent. Donc je vais tirer une pièce là, j'ai l'intuition qu'elle va tomber sur pile, donc du coup, je suis convaincu qu'elle va tomber sur pile. Je lance la pièce, elle tombe sur pile, donc là, j'avais une croyance très, très forte et qui est vraie, mais ça, c'est pas suffisant pour dire que je le savais, parce que c'est quand même un peu du bol. Donc voilà, ça déjà, c'est un cas. Et après donc du coup, les philosophes cherchent à ajouter des conditions. Par exemple, on pourrait dire que, pour savoir, il faut que la croyance, elle soit vraie, mais aussi qu'elle soit justifiée, qu'elle repose sur des justifications. Ça, c'est une définition qui était assez classique dans les années 60-70. Et cette définition, elle est remise en cause par sur la base d'expériences de pensée. Par exemple, on pourrait dire, un exemple classique et marrant parce qu'il y a vraiment des cas réels comme ça qui sont arrivés. C'est imaginer que je vais au zoo, j'arrive devant l'enclos des zèbres
Je vois un truc, un animal qui ressemble un peu à un cheval avec des rayures. Je dis: «Bah, voilà, c'est un zèbre, quoi». Et en fait, il se trouve que l'animal que j'ai vu n'était pas un zèbre, c'était un âne peint parce qu'il y avait pas assez de zèbres et il y a vraiment un zoo qui a fait ça, il y a vraiment un truc qui a existé dans l'actualité comme ça. Mais il se trouve que plus loin dans l'enclos, caché derrière un mur, il y avait aussi un zèbre. Donc quand je croyais qu'il y avait un zèbre, j'avais une croyance vraie, elle était quand même assez justifiée parce que dans l'enclos, j'ai vu un zèbre, quelque chose qui ressemblait à un zèbre. Mais bon, on dirait pas que je le sais parce que ça a l'air quand même d'être un coup de chance si je l'ai, si j'ai su. Bon, ça a l'air dérisoire comme ça, mais par exemple, le champ de la philosophie de la connaissance, c'est plein d'expériences de pensée comme ça qui cherchent à savoir comment définir la connaissance. Et donc en 2001, il y a cet article qui est paru, qui a été écrit par plusieurs philosophes, Steven Stitch, Joshua Weinberg, toute une équipe de philosophes qui en fait, ont dit: «Oui, mais en fait ces intuitions sur lesquelles on base la définition de la connaissance, sur laquelle on se base pour rejeter telle définition et accepter telle définition, est-ce qu'elles sont vraiment partagées universellement?» Parce que si elles changent d'une culture à l'autre, ce serait un peu bizarre de dire: «Voilà, on a, construit une définition de la connaissance sur la base d'intuitions qui sont vraiment particulières à notre pays, quoi, à la langue anglaise, par exemple». Hem et hem et ils ont testé ça sur leurs étudiants, parce que c'était le tout début, hein, il y avait pas beaucoup de matériel. Maintenant, quand on fait ce genre d'études 20 ans plus tard, en général, il y a 20 équipes dans des pays différents qui testent, qui testent ça chacune dans leur pays. Alors eux, ils ont fait ça un peu au bricolage. C'était une université américaine, mais ils avaient des étudiants qui venaient de plusieurs pays du monde. Donc ils ont divisé leurs étudiants entre ceux qui venaient d'Amérique, ceux qui venaient, d'Asie orientale, ceux qui venaient plutôt d'Inde et cetera. Et puis ils leur ont donné ces scénarios et ils ont constaté qu'il y avait des différences, dans certains cas. Par exemple, dans le cas du zèbre, selon les cultures, les gens allaient dire plutôt que la personne savait vraiment qu'il y avait un zèbre ou pas, quoi. Alors ces résultats répliquent pas des masses, ce qui est un peu dommage vu que c'est une des expériences qui ont un peu lancé la philosophie expérimentale, mais il y avait cette idée de se dire: «Bon, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on teste les intuitions des gens en philosophie?» Pourquoi penser que c'est des intuitions qu'on a nous dans notre laboratoire de philosophie, dans notre fauteuil, quoi, elles sont valides pour tout le monde? Est-ce qu'on peut vraiment construire des théories sur, les théories de moi et mes collègues, hein? En gros, en général, on teste les cas sur les collègues, puis partage d'intuitions, on dit: «Voilà, c'est bon». Voilà, ça c'est un des premiers. En général, je distingue 3 grands projets dans la philosophie expérimentale et le premier projet, celui qui naît en premier, c'est celui-là. C'est vraiment le projet de, finalement, se dire on a beaucoup recours aux intuitions en philosophie et ça depuis Platon, en fait. En général, voilà, on dit: «Voilà, la justice, c'est ça». On a une définition de la justice, puis en général, Socrate va essayer de trouver un contre-exemple et on fait ça depuis plus de 2000 ans, quoi. Heu et en général, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pourquoi faire confiance à ces intuitions? Est-ce que ces intuitions, elles sont robustes? Est-ce qu'elles sont, partagées à travers les pays? Et ensuite, après même si elles sont partagées à travers les pays, quels sont les processus, cognitifs derrière? Est-ce que c'est pas des biais? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Donc ça, c'est plutôt on va dire une branche un peu sceptique du projet. C'est celle-là qui a eu c'est pas le plus en quantité, c'est pas le projet qui est le plus répandu, mais c'est celle qui a eu le plus d'exposition, au moins dans les 10 premières années de la philo expérimentale. Ce côté un peu sceptique de dire, «Ah là là, les philosophes font appel aux intuitions, mais est-ce que ces intuitions, on peut leur faire confiance? Qu'est-ce que finalement, on peut pas montrer qu'elles varient, d'un individu à l'autre et même à l'intérieur d'un individu selon les contextes et cetera». Après, il y a d'autres façons de faire de la philosophie expérimentale. Comme je disais, il y a beaucoup cette idée de reposer un peu sur les intuitions et ça, c'est quelque chose qui a aussi intéressé des philosophes qui sont moins sceptiques sur l'appel aux intuitions, en se disant quand même, bah, ça peut nous aider à séparer les bonnes intuitions des mauvaises intuitions. Parce que ça, c'est un problème qu'on a aussi en philosophie, c'est que on défend sa théorie sur la base d'intuitions. Et puis la personne en face va, présenter des intuitions qui ont l'air d'aller contre notre théorie et quelque chose qui se fait depuis bien avant la philosophie expérimentale, c'est de dire: «Oui, mais certaines intuitions sont plus fiables que d'autres», hein. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouverait dans le champ de la philosophie morale. Dans le champ de la philosophie morale, on a par exemple ces 2 grandes familles de théories qui sont d'un côté le conséquentialisme, l'idée que ce qui fait qu'une action est bonne, c'est les conséquences. La meilleure action, c'est celle qui aura les meilleures conséquences. Et de l'autre côté, on a des théories non conséquentialistes, on dit parfois déontologiques, qui considèrent que certaines actions sont mauvaises, même si elles attirent de bonnes conséquences. Par exemple, si je, si je pouvais tuer une personne et que ça aurait des bonnes conséquences à long terme, ça paraîtrait quand même mal de tuer une personne. Donc ces théories, elles s'affrontent. Et il y a des cas dans lesquels les gens ont des intuitions très conséquentialistes, hein. Donc un cas très connu, justement, qui a été développé par 2 philosophes, 2 éthiciennes dans les années 60-70, c'est le dilemme du trolley. Tout le monde connaît maintenant, mais il y a 20 ans, c'était encore un truc un peu
private quand on commençait. Mais une des raisons pour lesquelles c'est devenu connu, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'expériences dessus, entre autres. Voilà, il y a la première version du dilemme du trolley, c'est ça, hein, il y a un train qui fonce vers une personne, on peut le détourner vers 5 personnes. Est-ce que c'est moralement non, c'est le contraire, il fonce vers 5 personnes, pardon, et on peut le détourner vers une personne, sinon ce serait un peu facile. C'est un peu simple de Il faut quoi? On commence simplement. Voilà, oui. Alors prenons effectivement, il fonce vers 5 personnes, on peut sauver ces 5 personnes en détournant le train vers une personne. Et en général, quand on propose le cas à ces gens-là, les gens disent: «Bon, bah, dans ce cas-là, ça paraît assez clair qu'on a le droit», pas qu'il faut, hein, mais qu'on a le droit de le faire. On a le droit de détourner le train pour sauver les 5 personnes. Et là, c'est une intuition qui a l'air d'aller dans le sens un peu du conséquentialisme, si on n'y regarde pas de trop près, dans le sens où ça a l'air de promouvoir les meilleures conséquences. Et le problème du trolley, c'est l'idée que, bah, les gens n'ont pas l'air de se comporter de façon très cohérente. L'autre version du dilemme des trolley, c'est, voilà, le train fonce vers les 5 personnes, mais là, il faut pousser une personne, sous le train pour arrêter le train et sauver les 5 personnes. Donc c'est encore une fois sacrifier une personne pour en sauver 5. Alors on peut pas sacrifier soi-même, il y a plein de façons d'expliquer pourquoi on peut pas sacrifier soi-même. Dans les très vieilles versions, des années 70, il y avait l'idée que, bah, pour arrêter le train, il faut quelqu'un de très, très massif et puis vous êtes mort taille un peu frêle. Et puis il y a cette personne qui est très, très grande devant vous, il faut la pousser sous le train. Alors c'est pas très éthique comme, façon. Donc maintenant, la façon dont on le présente dans les scénarios, dans les expériences, c'est plus, «Ah là là, mais la personne qui est devant vous, c'est un randonneur, il a un sac à dos énorme attaché dans le dos, mais vous n'avez pas le temps de détacher, toutes les lanières pour le jeter sous le train. Faut le jeter sous le train avec le sac». Et dans ce cas-là, les gens trouvent ça plutôt inacceptable, hein. C'est vraiment l'idée que J'aime bien la version avec les rollers télécommandés aussi. ah oui, alors celle-là, c'est encore plus compliqué. Alors je vais y venir justement. Donc il y avait un peu cette idée, voilà, les gens ont des intuitions conséquentialistes des fois et des fois, ils ont des intuitions qui vont contre le conséquentialisme. Comment on fait? Et ben, ce qu'ont fait certains philosophes, dont la personne qui a inventé le cas des rollers, qui s'appelle Peter Unger, qui est un philosophe moral assez influent dans la philosophie analytique, c'est de dire, voilà, il y a des intuitions auxquelles on peut faire confiance et il y a des intuitions auxquelles on ne peut pas faire confiance parce qu'elles sont le fruit d'un biais, hein. Alors lui, il prend un exemple très, célèbre, je quitte 2 secondes le dilemme du trolley pour expliquer ça. Lui, a un cas sur lequel il a beaucoup travaillé et qui fait beaucoup parler en éthique, c'est Peter Unger qui a repris le cas de la mare de Peter Singer, qui propose la différence suivante. Donc le cas de la mare de Peter Singer, c'est voilà, vous vous promenez, alors vous êtes censé être bien habillé, peut-être que vous allez à un entretien d'embauche, ou un rendez-vous et là, vous passez près d'une mare qui est vraiment pas profonde et il se trouve qu'il y a juste un gamin qui est en train de se noyer dedans. C'est très dommage. Donc il sait vraiment pas nager, hein, la mare est vraiment pas profonde. Alors vous pouvez le sauver, hein, bien sûr, il y a personne d'autre. Mais si vous le faites, vous allez ruiner vos beaux vêtements, vos belles chaussures parce que la mare est super boueuse, quoi. Donc ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros, de teinturier ou de racheter les vêtements. Et la question que posent Singer et Unger, c'est la chose suivante, c'est très simple, c'est est-ce que du coup, vu que ça va quand même vous coûter pas mal d'argent, c'est moralement acceptable de laisser l'enfant mourir dans la mare, quoi? Donc en général, la plupart des gens répondent non, sauf en classe, quand vous le proposez, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui veulent faire le malin en disant: «Oui, mais peut-être». Mais en général, les gens ont quand même l'intuition que c'est, plutôt plutôt mal, quoi. Et ce que dit, l'exemple ce que fait Unger, c'est qu'il contraste cet exemple avec un autre qui est, voilà, imaginez que vous receviez une enveloppe de l'UNICEF, je crois que c'est l'UNICEF qui prend comme exemple, qui vous dit: «Voilà, il y a une crise, sanitaire qui est quelque part dans le monde. On manque vraiment de moyens et de vaccins. Si vous envoyez 10 francs pourra sauver 2 enfants». Voilà, bon, en gros, vous avez pas envie de dépenser de l'argent, vous jetez le courrier sans y faire attention, vous dépensez pas 10 francs et là, il y a, 2 enfants qui meurent, quoi. Hem, donc l'idée, c'est pourquoi dans un cas, on est obligé, pourquoi dans l'autre cas, il n'y a pas ce sentiment d'obligation morale alors qu'on peut sauver plus de vies avec moins d'argent? Alors on peut discuter si les scénarios sont équivalents, mais en fait, il y a plein de versions pour essayer de corriger ça. Et donc, ce que dit Unger, c'est voilà, il y a des cas où nos intuitions, elles sont fiables. Alors pour lui, quand il faut sauver l'enfant dans la mer, la mare, c'est fiable. Et il y a des cas où nos intuitions sont pas fiables. Par exemple, on aurait normalement, selon lui, le devoir de donner l'argent euh, à l'UNICEF, même si on a l'intuition de ne pas l'avoir. Donc ça, c'est vraiment un cadre qui se développe dans les années 70-80 en philosophie morale, cette idée, il y a des intuitions qui sont fiables, puis il y en a qui sont des fruits des fruits de pieds cognitifs qui les rendent non fiables. Par exemple, Singer dit, voilà, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a le devoir de sauver l'enfant dans la mare et pas le devoir de sauver, l'enfant quand on envoie le courrier, c'est que dans un cas, on a l'impression de vraiment faire une différence et dans un cas, on a l'impression que c'est une goutte dans l'océan. Mais c'est ce qui psychologiquement expliquerait la différence selon lui, mais c'est pas moralement éthique, quoi.
Mais Même donc si tout ça, c'est basé sur une vision assez réaliste de la morale? voilà, c'est une vision très réaliste de la morale. C'est ça qui est assez, marrant étant donné ce qui va se passer ensuite, effectivement. Et alors du coup, bah, oui, il y a vraiment cette idée que en fait, les philosophes font des explications psychologiques sur pourquoi il faut prêter attention à telle intuition et pas telle autre. Mais il y a pas vraiment d'expériences qui sont faites. Alors Unger, lui, explique qu'il a voulu faire des expériences et qu'il a demandé à ses collègues en psycho, mais ils n'étaient pas intéressés. Donc il en est resté là. Mais du coup, ça, c'est devenu très à la mode et ça qui a un peu lancé la mode du problème du trolley qui fait que c'est très connu maintenant. C'est qu'à un moment donné, encore une fois dans les années 2000, en 2001, il y a un philosophe qui s'appelle Joshua Green, qui depuis est devenu complètement neuroscientifique, il a quand même pas mal abandonné la philo, mais qui était une sorte de défense, qui cherchait à défendre l'utilitarisme, le conséquentialisme, sur la base de données psychologiques et neuroscientifiques, qui a développé toute une théorie selon laquelle, eh bien, dans le dilemme du trolley, quand on réfléchit, comme dans le cas, quand on réfléchit, ben, on voit qu'il faut sacrifier une personne pour en sauver 5, c'est la réponse rationnelle, il faut faire confiance au truc. Et puis, quand on imagine qu'il faut pousser une personne, là, d'un coup, on devient très émotionnel et puis on a des, on a des intuitions qui reposent sur des mécanismes très basiques, très myopes, qui prennent pas en compte toutes les conséquences et qui sont donc moins fiables. Et ce qu'il a fait en 2001, c'est qu'il a fait une étude qui est assez connue, qui est sortie dans Nature, je crois, ou Science, mais je crois que c'est plutôt Nature, qui était en gros la première étude en IRM sur les dilemmes du trolley. Et en fait, plus ou moins quasiment, il y a une exception, mais une des premières grosses études empiriques sur tout ce qui est dilemme du trolley, en fait. Et en gros, ce que donnaient ces résultats, c'était effectivement quand on a des scénarios comme quand le scénario il faut détourner et puis on sacrifie une personne pour en sauver 5, c'est plutôt les. Alors, ça a beaucoup changé la localisation des zones depuis 20 ans, mais à l'époque, c'était un peu considéré comme oula, là, il y a des zones. Les inférences, localistes indirectes, ça finit toujours mal enchaîné. Voilà, en fait, c'est un peu comme l'étude de tout à l'heure qui réplique pas. Là, je vous raconte un peu la naissance du truc. Et c'est vrai que quand on regarde a posteriori, voilà, mais il fallait bien que ça vienne de quelque part. Hem voilà, il avait en gros ce papier qui disait: «Oh là là, mais quand les gens ont des scénarios comme le cas où il faut détourner, dans lequel ils sont très conséquentialistes, c'est les zones liées à la mémoire de travail, au raisonnement conscient qui s'appliquent. Donc là, les gens sont rationnels et quand c'est des cas comme le cas où il faut pousser la personne sur la voie, où les gens refusent de sacrifier une personne pour en sauver 5, là, c'est les zones liées à l'émotion, genre l'amygdale qui s'active et c'est la preuve que c'est un truc très émotionnel et donc ça nous permet de dire qu'il y a peut-être un type d'intuition qui est plus fiable que l'autre. Alors, ça suffit pas comme ça. Après, il y a tout un argumentaire évolutionnaire derrière dans lequel je vais pas rentrer. Donc ça, c'est l'étude qui a fait couler énormément d'encre, sur laquelle il y a énormément de littérature. Alors le modèle de Green, techniquement, je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui y croient encore aujourd'hui, mais ça reste un des modèles les plus qu'on est obligé de présenter un peu aux étudiants qui veulent rentrer dans cette littérature, quoi. Et donc ce que lance un peu Green, alors tout le monde n'utilise pas des IRM après, mais c'est vraiment cette idée qui est pas sceptique, hein. Je dis la première étude que j'ai présentée, c'est vraiment une branche sceptique, celle qui consiste à dire: «Les philosophes font appel aux intuitions, puis on va montrer qu'en fait les intuitions, c'est culturellement variable, ça vient de mécanismes non fiables, faut pas s'y fier». C'est un peu un truc sceptique en général. Le truc de Green, lui, il voulait pas rejeter la philosophie, hein, il voulait défendre l'utilitarisme. Donc c'est son idée, c'est voilà, des fois il y a des intuitions qui sont un peu contradictoires et là on va utiliser, les données psychologiques, neuroscientifiques sur les intuitions pour appuyer un côté plutôt qu'une autre, comme un argument supplémentaire dans le débat, en disant: «Voilà, on peut faire plus confiance à ces intuitions-là, parce que les mécanismes qui les sous-tendent sont plus fiables». Voilà. Donc ça, c'est une deuxième branche qu'on trouve. C'est vraiment un truc où la philosophie classique et la philosophie et le côté expérimental marchent un peu la main dans la main, si vous voulez. C'est voilà, bon, on continue à faire ce qu'on a toujours fait, à utiliser des intuitions pour argumenter, mais en même temps, quand il y a des petits conflits d'intuition, par exemple, si vous défendez une théorie et que la personne en face, sort un argument qui repose sur une intuition, vous dites: «Oui, mais on pourrait peut-être faire une étude pour voir déjà si les gens partagent cette intuition et voir si on peut pas moduler cette intuition par des facteurs un peu bizarres pour montrer qu'elle est pas très fiable, quoi», histoire de rejeter cet argument. Donc là, on est vraiment sur un truc où, ça voilà, c'est, ce qu'on appelle le premier truc que j'ai présenté, ce qu'on appelle le programme négatif classiquement, hein, cette idée que c'est un truc très sceptique qui rejette la pratique classique de la philosophie et là, c'est un programme plus qu'on appelle le programme plus positif. C'est juste, voilà, la philo-XP, c'est juste, un outil de plus dans la pratique du philosophe, mais qui est pas censé changer radicalement ce qu'on faisait. Voilà. Et en fait, il y a une troisième branche et là, c'est important parce que là, j'ai présenté 2 études qui sont vraiment les premières études en philo-XP, mais comme elles ont pas fait beaucoup elles ont fait beaucoup écrire les philosophes quand elles sont parues,
Mais les philosophes ne sont pas mis à faire des expériences en les imitant. Parce que déjà, la première, c'était un truc, il fallait tester des étudiants de plusieurs pays, c'était déjà dur. Puis la deuxième, c'est un truc en IRM. Et ça, tous les philosophes n'ont pas une IRM chez eux. Et alors vraiment, le papier qui a lancé la philo expérimentale, mais à partir du moment où il est paru, ça ne s'est plus arrêté, c'est un papier 3 ans plus tard, en 2004, par Joshua Knob, qui est un philosophe expérimental, qui lui a fait vraiment une petite étude, mais dans un parc à New York, quoi. Il a pris 20 personnes dans chaque groupe. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le concept de qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose intentionnellement, en fait. Voilà. Il y avait pas mal de littérature sur ce sujet dans le champ de la philosophie qu'on appelle la philosophie de l'action. Quand est-ce qu'on fait quelque chose intentionnellement? Alors, quels étaient les points de débat? Une question sur laquelle il y avait un débat, c'est est-ce que ce qu'on fait intentionnellement, c'est uniquement ce qu'on a l'intention de faire? Ou est-ce que si j'ai l'intention de faire quelque chose et que je sais qu'en mettant en œuvre l'action qui me permettra d'atteindre ce but, je vais avoir certains effets secondaires qui sont prévisibles, ces effets secondaires qui ne sont pas visés mais qui sont inévitables, sont aussi intentionnels. Hein, donc, par exemple, si on prend un exemple tout à fait pas neutre, imaginons que je suis un chef de guerre et que je décide d'aller bombarder telle fabrique d'armes sur le territoire ennemi. Mon but, c'est vraiment de détruire la fabrique d'armes, pas de tuer des gens. Mais je sais qu'en balançant les bombes, je vais sûrement faire quand même quelques victimes, parce qu'il y a peut-être des gens dedans déjà pour commencer, ou des gens qui se promènent à côté. Vu que mon intention, c'est de détruire l'usine, est-ce que si je fais ça et que ça tue quelques personnes, est-ce que j'ai intentionnellement tué ces personnes, sachant que je savais que c'était risqué? Ou est-ce que je peux dire, bah non, mon intention, c'était de détruire l'usine, voilà, effectivement, je suis responsable si vous voulez, mais je n'ai pas fait ça intentionnellement. Il y a vraiment une question de savoir, est-ce qu'un effet secondaire qui n'est pas visé, c'était quelque chose d'intentionnel? Donc Knob a fait une expérience qui est très connue, qui a été répliquée pour le coup, je pense plusieurs centaines de fois. Puis c'est vraiment le genre d'étude qui réplique, c'est un peu comme les cas du trolley, hein. Vous pouvez faire ça, il y a des expériences dans lesquelles il faut vraiment pour qu'elles répliquent, il faut faire ça très subtilement, mais ça, vous pouvez prendre 10 personnes dans la rue, au hasard, puis ça marche en général. Il a proposé 2 cas, en fait, qui sont assez célèbres. Il a donné un texte à lire aux gens qui est le suivant. Ils disent, voilà, imaginez, il y a un chef d'entreprise. Voilà. Il y a son sous-chef, sous-directeur qui vient le voir un jour en disant: «Ah, chef, on a mis au point un nouveau programme. Si on l'implémente, ça va nous permettre de produire plus vite et moins cher et on va gagner beaucoup d'argent». OK. Bon, après, ça aura pour effet secondaire de nuire à l'environnement. Le chef dit: «Bah, vous savez, moi, l'environnement, j'en ai vraiment rien à foutre. Je m'en fiche complètement, alors vraiment absolument, lancez le programme». Donc il lance le programme, il gagne de l'argent et ça a comme effet secondaire de nuire à l'environnement. Puis là, on demande aux gens, bon, est-ce qu'il a intentionnellement nui à l'environnement? La plupart des gens répondent plutôt oui, en général. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a un deuxième scénario qui est exactement le même. Il y a juste quelques mots qui changent. Et voilà, le sous-directeur vient voir le chef d'entreprise, lui dit: «Ah, patron, on a mis au moins un nouveau programme. Si on le lance, on va produire plus vite et moins cher, on va gagner plein d'argent. Et en plus, ça aura pour effet secondaire de bénéficier à l'environnement». Peut-être parce que ça change la façon dont c'est produit, c'est moins polluant, je ne sais pas. C'est pas précisé. Et là, le patron fait: «Ah oui, bah, en même temps, je m'en fous parce que moi, l'environnement, j'en ai vraiment rien à foutre». Et donc, allez-y, lancez le programme. Donc, il lance le programme, il gagne plein d'argent. Et ça a pour effet secondaire de bénéficier à l'environnement, d'aider l'environnement. Et là, on demande aux gens, est-ce qu'il a intentionnellement aidé l'environnement? Et là, les gens répondent majoritairement non. Donc, on a ce truc un petit peu comme ça. Et est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites où ils comparaient les définitions des personnes, que chaque participant écrive sa définition de manière développée, et après le choix qu'il faisait en fonction des scénarios? Ah ouais, c'est marrant parce qu'en fait, ça, c'est une étude qu'il avait fait avant avec un psychologue il y a 4 ou 5 ans avant. Il avait testé la définition des gens, comment les gens définissaient intentionnellement. Donc, c'est une autre étude. Et effectivement, alors ça a commencé à remonter, mais je crois que vers 2007-2008, il y a des gens qui ont refait l'expérience de Knob en demandant aux gens de définir ensuite, par contre, ce qu'ils entendaient par intentionnellement. Et en gros, l'idée, c'est que ça faisait un peu. Les gens ne se concentraient pas sur les mêmes éléments pour définir intentionnellement selon le cas qu'ils avaient eu. Mais je sais pas s'il y a une expérience qui a tenté avant pour ensuite voir si ça bloquait les gens dans une définition. Ce serait intéressant à faire. Mais ouais, l'idée, c'est que en fait, la définition de l'intentionnel, déjà, elle fait entrer plusieurs facteurs. Et il semble que, voilà, il y a dans le cas où il nuit à l'environnement, les gens se concentrent surtout sur le fait qu'ils le savaient à l'avance. Et dans le cas où ça devient quelque chose de positif, les gens se concentrent sur le fait que, oui, mais c'était pas son but. Un peu comme si voilà, si on divisait le concept en plusieurs composants ou en plusieurs dimensions, il y avait une dimension qui venait de plus saillante dans un cas que dans l'autre. Alors ça lançait tout un débat parce que du coup, une des interprétations classiques
de cet effet qu'on appelle l'effet Noble d'ailleurs, parce qu'il est très, c'est un effet qui a été beaucoup reproduit, c'est de dire, mais peut-être qu'en fait, les jugements sur ce qui est intentionnel ou pas sont influencés par des considérations morales. Hein. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en général, on considère que c'est plutôt le fait de savoir si quelqu'un a fait quelque chose intentionnellement ou pas qui va influencer le jugement moral. Enfin, c'est possible qu'il y ait plusieurs boucles, surtout que le jugement moral, il y a plusieurs étapes. Mais il y a eu tout un débat sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire, comment analyser le concept d'action intentionnelle. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je finis mon truc d'introduction, on va y arriver, c'est que alors là, vous voyez, du coup, ça, par contre, ça a donné lieu à plein de philosophies expérimentales. C'est vraiment ça qui a lancé le truc, parce que même des gens qui n'étaient pas spécialement expérimentalistes, qui ont cherché des explications alternatives aux résultats de Noble, ou qu'on cherchait à les étendre, ils prenaient. Je vous dis, l'expérience de Noble, elle réplique très bien, mais lui, son expérience de base, c'est ça. Hein, il s'est écrit dans le papier, il est allé dans un parc, à New York, je crois. Il a donné un texte à 25-30 personnes, puis une texte à 25-30 autres, et puis voilà, l'histoire est faite. Puis c'est un des papiers de psycho, je pense, les plus cités du monde, quoi. Enfin, c'est un papier de philo, en vrai. Alors du coup, est-ce que c'est de la philo? C'est assez marrant parce que la position donc Noble, c'est vraiment une des personnalités principales de la philo expérimentale. Et lui, son idée, c'est oui, non, peut-être, je m'en fous. Son idée, c'est pour lui, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le concept au sens psychologique, non pas le concept au sens abstrait, logique, d'action intentionnelle, quel rôle il joue dans l'économie mentale, psychologiquement. Et en gros, sa défense, ça a été, oui, c'est de la philosophie au sens où Locke et Hume pouvaient s'intéresser à l'origine des idées et au fonctionnement des concepts, quoi. Mais peut-être que du point de vue du XXe siècle, ce serait plus de la psycho. Mais c'est de la psycho sur des questions que peut-être un psychologue se serait jamais posées, par contre. Parce qu'il faut plus une orientation philosophique pour se poser ce genre de questions. Alors pour lui, son idée, c'est que la philo expérimentale, il a vraiment défendu, c'est une branche des sciences cognitives. Et savoir si c'est de la philo, ça dépend vraiment de la définition de la philo. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, ce qui le fait triper, c'est ça. Il a fait énormément d'études passionnantes, c'est comprendre le fonctionnement de l'esprit humain en partant de questions philosophiques, puis en cherchant le fonctionnement des concepts. Pour le coup, ce serait peut-être un domaine dans lequel les sciences cognitives ont enfin réussi une intégration entre deux disciplines, parce que pour le reste des sciences cognitives, l'intégration n'est pas très réussie. Mais Totalement. Pour moi, ce programme-là, ça a donné des choses très intéressantes. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un truc qui est. Il y a certaines réussites de la philo expérimentale qui sont devenues tellement techniques que les philosophes plus suivre. Mais je pense que c'est vraiment un des. Plus que les deux autres branches que j'ai dit, où la philo expérimentale suit un peu les méthodes philosophiques classiques en discutant des intuitions. Les trucs de Noble ont donné vraiment lieu à des résultats assez fascinants. Donc là, sur l'action intentionnelle, ça reste un peu ambigu. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a essayé de faire ça sur d'autres concepts, et il a fait ça sur le concept de causalité. Avec l'idée, qu'est-ce qui cause quoi? Et en gros, il a produit des résultats qui suggèrent que, pour juger si quelque chose a causé quelque chose, on introduit des considérations sur ce qui est normal ou pas, en fait, sur ce qui devrait être. L'exemple classique un exemple classique, ce serait imaginer que si deux personnes appuient sur un bouton, il se passe quelque chose de très grave. Il doit y avoir qu'une seule personne qui appuie, mais il y en a une, c'est son travail d'appuyer sur ce bouton régulièrement, et puis il y en a une autre qui appuie, et c'est pas du tout son travail d'appuyer sur ce bouton-là. Donc ça fait que deux personnes appuient sur le bouton en même temps. À la faute à qui? Alors c'est très abstrait, hein, il donne des versions beaucoup plus concrètes, mais l'idée, c'est qu'on va plutôt blâmer la personne qui est là de façon inhabituelle. Donc l'exemple classique que Noble prend, qui n'est pas un truc de bouton, c'est de dire, imaginez qu'il y a un département d'université dans lequel il y a une réserve de crayons, et la réserve de crayons, elle est uniquement réservée au personnel administratif. Maintenant, imaginez qu'il reste 10 crayons dans la réserve. Il y a une personne du personnel administratif qui en prend 5, et il y a un prof qui n'est pas censé en prendre, qui en prend 5. Du coup, là, la boîte est vide. Donc, à cause de qui il n'y a plus de crayons? Ça passe mieux en anglais. Mais l'idée, c'est que là, la plupart des gens répondent, c'est à cause du professeur, parce qu'il n'était pas censé en prendre, si vous voulez. Alors que techniquement, d'un point de vue purement physique, chacun a pris la même quantité de crayons. Et donc, il y a toute une littérature assez marrante qui montre qu'effectivement, quand on juge qu'est-ce qui est la cause de quoi, là, on va prendre en compte ce qui est anormal, en fait, ce qui va contre des normes morales ou statistiques. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est que cette littérature est devenue très, très technique, en fait. Elle s'est développée. Il y a des philosophes ont continué à travailler dessus parce qu'il y avait un formalisme très développé. Il
il y a plein de formalismes très développés qui avaient été développés pour dire qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose cause quelque chose. Donc ces formalismes, ils ont été révisés et testés à partir de ce genre d'expérience en philo expérimentale. Il y a des psychologues qui se sont rajoutés dessus. Et c'est vraiment un cas où les gens qui travaillent dessus ont vraiment développé des théories, mais pas des théories verbales, hein, vraiment des théories ultra formelles qui peuvent être présentées de façon très mathématique, qui prédisent si les gens vont dire que quelque chose a causé ou pas. À tel point qu'il y a encore 1 an, ils ont réussi à mettre au point un programme informatique, genre une mini IA, qui arrive à simuler à l'avance les jugements que vont faire les gens. Des jugements sur quand est-ce que les gens vont dire que quelque chose a causé quelque chose ou pas. Assez bien d'ailleurs. Donc on est vraiment parti de petites expériences comme ça sur, encore une fois, 20-30 personnes dans des parcs, à avoir une sorte de modélisation un peu informatique de la cognition causale des êtres humains. Ce qui fait que les êtres humains, on décide que quelque chose a causé quelque chose ou pas. Ça, je trouve, c'est quand même assez classe. Bon, tout ne réussit pas Oui, aussi. ça aussi, ça fait partie de la philosophie expérimentale. Par exemple, tester des modèles d'IA, parce que c'est autre chose que d'organiser une expérience psychologique, mais c'est aussi de l'expérimentation. Ouais, moi je trouve que c'est l'aboutissement en fait. Techniquement, en vrai même, ça devrait être quelque chose en philosophie parce que quand on fait de l'analyse de concepts en philosophie, on essaie d'avoir des règles qui déterminent quand est-ce qu'un concept doit s'appliquer. Donc si on arrivait vraiment bien à analyser un concept, on devrait arriver à ce genre de résultat. On devrait pouvoir le formaliser d'une façon qui permet une implémentation en IA en vrai. Alors on n'y arrive pas forcément beaucoup, c'est assez rare, mais pour le coup, est-ce que c'est encore de la philosophie expérimentale? Je sais pas. Les papiers qui font ça citent énormément la philosophie expérimentale sur la causalité, parce que ça a énormément nourri cette littérature. On pourrait dire que c'est plus de la philo expérimentale, mais que ça a été construit dessus. Mais en tout cas, je trouve que Oui, bah, ça a assez à pouvoir faire des prédictions. Et après, là, c'est juste qu'ils ont directement appliqué leurs prédictions eux-mêmes grâce à leur modèle. exactement, et je trouve que c'est quand même assez beau pour le coup de partir de quelque chose qui est un peu, des réflexions un peu conceptuelles sur qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose a causé quelque chose, puis réussir à simuler, la façon dont les gens arrivent à juger la causalité, quoi. Donc ça, Ça m'emmène à l'autre question sur la dimension très expérimentale de la philosophie expérimentale. Et même si je sais que vous avez un peu le même avis que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas le plus important de savoir ce que c'est que la philosophie expérimentale au sein de la philosophie, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue parce que est-ce que la philosophie expérimentale ne trahit pas un peu la nature actuelle de la philosophie, dans le sens une démarche plus rationnelle et plus a priori. Et là, on est dans une démarche qui est pratiquement opposée et plus de l'ordre du domaine scientifique. alors ouais, ouais, il y a un peu quelque chose comme ça. Alors ça dépend parce qu'en fait, je pense que ça varie énormément des domaines. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça choque pas du tout. Par exemple, si on partait de domaines comme la philosophie politique, il y a plein de travaux sur les biais, je pense que ça tout à fait en continuité puisque beaucoup de philosophes en philosophie politique travaillent sur les biais, la façon dont les biais peuvent influencer les décisions. Donc là, je pense pas que ce serait je pense que même une grande partie de la politique est pas spécialement a priori. Elle cherche à identifier les injustices qui existent, les problèmes qui existent dans les structures. Même pas de la même façon, une partie de la philosophie des sciences n'est pas a priori, elle se base sur l'histoire des sciences. Mais effectivement, il y a une grande tradition a priori qui, en fait, s'explique par un truc très simple, hein, je pense que vous le savez, mais c'est que le début du XXe siècle, il est marqué par un truc, c'est la séparation de la plupart des départements de philo en départements de philosophie d'un côté et de psychologie de l'autre. Les premiers départements de psychologie, c'est une sorte de scission interne des départements de philosophie. Ce qui fait que du coup, bah, par définition, les gens qui restent dans les départements de philo sont plutôt hostiles à la à la psychologie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les 2 grandes traditions, philosophiques, hein. Par exemple, si on prend la philo-analytique, Frege est très antipsychologiste. Alors Russell moins, mais sa pratique de la philosophie, est très peu psychologiste. Et Husserl, qui est d'ailleurs du côté continental, Husserl qui est héritier de la philosophie autrichienne, et très influencé par Frege aussi. Et lui aussi fait cette grande distinction entre ce qui peut être connu a priori, puis la psychologie plus empirique. Même s'il fait de la philosophie la base de la psychologie, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer là-dedans. Mais il y a effectivement toute une histoire de la philosophie qui fait que la philosophie du XXe siècle met une rupture avec la psychologie. C'est clair que de ce point de vue-là, on est dans une complète trahison, quoi. Il y avait cette idée que, il y a le champ qui appartient aux psychologues, c'est ce qui est empirique, puis il y a tout un champ de vérité plus a priori.
il y a l'idée que les concepts, c'est des choses qui disent pas dans la tête, mais de façon abstraite, hein. C'est le point commun entre la philosophie analytique et la phénoménologie à leur naissance. C'est l'idée que les concepts, c'est pas juste des entités psychologiques. Il y a du sens. Il y a des entités logiques qui existent. C'est ça qu'il faut analyser. De ce point de vue-là, il y a une sorte de trahison, mais je pense que, de toute façon, à partir des années 60-70, beaucoup des traditions philosophiques se sont un peu relâchées, on va dire, hein. À partir du moment où les philosophes analytiques ont commencé à faire de la métaphysique, de toute façon, c'était fini. Plus ou moins, quoi. Il y a quand même une sorte de relâchement des standards de ce qui devait être fait ou pas. Ils ont gardé leur forme, mais ce qu'il y avait à l'intérieur n'était plus pareil. Ouais. Il y a Quine qui est passé par là, qui a un peu affaibli l'idée qu'il y a une distinction entre le purement a priori, le purement a posteriori. Donc je pense qu'il y a aussi toute une évolution qui permet l'apparition de la philosophie expérimentale. Oui, Ce qui est sûr, ouais. j'ai l'impression, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais que les philosophes ont besoin d'un certain nombre de matériel pour pouvoir mener à bien leurs réflexions, et que ce matériel ne va pas apparaître de nulle part. Et donc, ils se basent fréquemment sur un matériel qui est apporté par exemple, des expériences en psychologie ou en sociologie ou autre. Et comme vous le dites assez souvent, ce sont des questions qui parfois n'intéressent pas les psychologues ou qui sont pas en lien avec l'utilité directe, comme en psychiatrie ou autre. Et donc, ils ont été amenés finalement à mettre la main à la pâte pour pouvoir aller chercher leur propre matériel. Est-ce que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé? Oui, je pense que c'est vraiment, comme je disais, c'est assez marrant de voir les disciplines dans lesquelles ça se développe d'abord, parce que les premières disciplines dans lesquelles ça se développe, c'est philosophie de la connaissance, philosophie du langage, philosophie de l'esprit. Donc, c'est tout ce qui est à l'interface avec les sciences cognitives. Donc, je pense que c'est vraiment un peu la formation de ce projet interdisciplinaire qui a amené à des philosophes qui étaient plus au courant de la pratique psychologique, par exemple. Surtout, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à la psychologie à la base de la philo expérimentale. Alors, on pourrait imaginer d'autres trucs. Ouais, je pense qu'il y a vraiment toute une histoire qui fait que voilà, il y avait une sorte de séparation très forte entre la philosophie et les autres disciplines empiriques à un certain moment. Il y a eu un certain rapprochement qui s'est fait avec justement le développement des sciences cognitives, la philosophie de l'esprit moderne qui s'appuie sur des données, par exemple sur la psychologie ou les neurosciences humaines ou même sur l'IA. Et donc, ça crée des générations de philosophes qui, non seulement allaient chercher leur matériel dans les autres sciences, qui pouvaient lire les autres sciences, mais en plus comprenaient un peu comment c'était censé être fait, quoi. Je pense que ça sort de ce rapprochement-là et c'est assez marrant de voir justement les domaines qui ont pris beaucoup plus de temps à être investis par la philo expérimentale. Par exemple, je pense qu'un qui peine encore à être investi, c'est finalement la philo politique. Il y a un peu, mais il n'y a pas énormément par rapport à la philosophie morale, par exemple. Mais parce que la philosophie expérimentale, elle peut toucher n'importe quel sujet, ou est-ce que dans sa définition même, il y a des sujets de prédilection? Alors, ouais, ça dépend de ce qu'on appelle ça. On va dire qu'à la base, mais ça aussi, ça s'est élargi. Il y avait l'idée que la philosophie expérimentale, elle portait surtout sur les intuitions, sur l'idée que certains, pas tous, mais beaucoup de domaines philosophiques font appel à des intuitions pour trancher entre les théories ou pour trancher entre les analyses de concepts en disant voilà, cette théorie, elle a telle conséquence, puis cette conséquence, elle paraît plausible ou a priori complètement implausible. Donc, ce que je disais, voilà, si vous avez une théorie morale qui dit que c'est parfaitement OK de pousser le bonhomme sur la voie, c'est quand même un problème pour votre théorie que la plupart des gens trouvent que c'est quand même absolument horrible de pousser le bonhomme sur la voie. Voyez. Et c'est comme ça qu'on fait beaucoup de philosophie. Et donc, il y a des champs qui sont plus facilement touchés que d'autres. Comme je disais, là, le premier champ à être touché, c'est la philosophie de la connaissance, parce que il y avait des expériences de pensée partout, des appels aux intuitions partout, quoi. Et c'est sûr que ça laissait de côté des domaines. Par exemple, la philo des sciences dépend très peu d'expériences de pensée. Alors que ça a l'air d'être proche de la philo de la connaissance, mais en fait, méthodologiquement, c'est très différent, hein. Les gens qui travaillent en philo des sciences aiment plutôt s'appuyer sur l'histoire des sciences, sur des cas réels, et pas sur le fait de savoir si ça nous paraît scientifique ou pas, mais sur le fait de savoir si ça a marché ou pas, par exemple. Donc ces champs-là sont beaucoup plus difficiles à trancher, quoi. Donc il y avait cette idée que voilà, ce qui permet l'introduction de la philosophie expérimentale, c'est avant tout le fait que certains pans de la philosophie s'appuient sur les intuitions, mais maintenant il y a des expériences en philosophie expérimentale qui essayent d'élargir en disant il y a d'autres prédictions empiriques que font les
que font certains arguments philosophiques qui ne sont pas forcément sur les intuitions, qui peut être par exemple sur la phénoménologie, par exemple, ou qui peuvent être sur le comportement des gens, sur le fait de savoir si les gens vont se comporter de telle ou telle manière. Alors ça, c'est plus dur à tester, hein, ça ne faut pas le faire avec un questionnaire, faire des expériences de laboratoire. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où certaines disciplines s'appuient sur des choses, sur des phénomènes observables pour trancher entre les théories, la philosophie expérimentale peut intervenir, quoi. Donc ça dépend le degré. Par exemple, la métaphysique, c'est dur. Il y a des exemples de métaphysique expérimentale, mais souvent les intuitions auxquelles on fait appel en métaphysique, surtout analytique, elles ont un niveau de complexité tel que rien que pour faire comprendre le scénario aux gens, c'est déjà difficile. C'est beaucoup plus facile en philosophie morale, par exemple. Mais ouais, donc je dirais pas qu'elle peut s'infiltrer, que ça peut s'appliquer partout, mais à partir du moment où, pour trancher entre des théories, les philosophes font appel à des phénomènes observables et qui sont censés relever du bon sens, les gens diraient ça, les gens feraient tous ça, etc. On peut faire de philosophie expérimentale. On peut se dire, mais est-ce que c'est vrai que les gens feraient ça? Est-ce que c'est vrai que les gens réagiraient comme ça? Et est-ce que vous pensez que la philosophie expérimentale va étendre, a de beaux jours devant elle et va s'étendre et qu'il va y avoir de plus en plus de philosophes expérimentaux et plus en plus de sujets? Ou non, puisqu'elle est assez récente quand même? Alors, la réponse, c'est oui, non, oui. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, la philosophie expérimentale va s'étendre. Je pense qu'elle va couvrir de plus en plus de sujets, mais je pense pas qu'il va y avoir de plus en plus de philosophes expérimentaux. Je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Dans le sens où, alors moi, j'ai vécu il y a longtemps cette phase où c'était un truc un peu rebelle. Et puis les gens écrivaient des papiers pour dire à quel point la philo expérimentale, c'était nul et ça servait à rien, quoi. Puis maintenant, bon, on trouve très peu de papiers comme ça où les gens vont passer 20 pages à expliquer pourquoi la philosophie expérimentale n'a aucun avenir. Et je dirais que ça devient presque un peu mainstream. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais on trouve régulièrement des philosophes qui sont pas des philosophes expérimentaux, qui d'un coup ont une idée, puis se disent tiens, on pourrait faire un truc expérimental, quoi. Qui font une ou deux expériences dans leur vie, ils l'ont fait sur un sujet qui leur touchait, ils ont fait ce truc-là, ils sont contents et ils repartent faire de la philo. Euh, Mmh. un philosophe qui se dirait ah mais moi je travaille en tant que philosophe sur tel sujet. Et c'est vrai que là, ça pourrait m'aider de tester ça et qu'ils peuvent faire. Oui, ça va peut-être s'intégrer au reste, ouais, finalement. D'accord, ça. Et quelles étaient les critiques, qui étaient formulées dans ces papiers qui voulaient démonter l'utilité de la philo expérimentale? Euh, alors, bon, il y a des critiques qui est important de rappeler, même si c'est pas vraiment ce que c'est la philosophie expérimentale, c'est dire bon ben, c'est pas parce que tout le monde a cette intuition-là que c'est vrai, hein. Ça c'est sûr, on va pas remplacer la philosophie par un concours de popularité dans lequel on dit voilà, bah, la plupart des gens disent ça, donc c'est ça la réponse. Mais ça n'a jamais été le sujet de projet, en fait. Ce qui est marrant, c'est que c'est en fait techniquement je crois que la philosophie expérimentale, c'est un peu une réaction à ça, parce que finalement, faire appel aux intuitions en philosophie, c'est un peu faire ça d'une certaine façon. Et en général, c'est assez marrant que beaucoup de philosophes étaient OK pour faire appel aux intuitions, mais à partir du moment où ça devient, mais on va vraiment voir ce que c'est l'intuition des gens, là, ça devient un petit peu plus, parce que ça montre en fait le problème. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé sur la philo expérimentale, c'est que je pense que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on doit finir sceptique dans beaucoup de domaines. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. C'est-à-dire, voilà, c'était assez simple pour les éthiciens analytiques de se dire oui, alors on va trancher entre les théories morales en regardant laquelle a des des implications contre-intuitives. Puis cette théorie, elle est meilleure parce qu'elle colle à nos intuitions. Puis il faut surtout pas poser la question, mais pourquoi faire confiance aux intuitions et d'où viennent les intuitions, quoi. C'est assez marrant parce que tout au long d'une bonne partie de la philo-analytique, ou de la philo tout court, hein, il y a cette idée, voilà, on peut faire appel aux intuitions, mais on va pas se demander ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi ce serait fiable, quoi. Alors que c'est une question qui a traversé toute l'histoire de la philosophie, hein. Par exemple, Platon faisait recours aux intuitions, mais il avait la théorie des idées pour expliquer ça, hein. L'idée, c'était que les intuitions étaient fiables parce que c'était un souvenir de la contemplation de la réalité même, quoi. Ou Descartes avait une théorie, hein, l'idée, c'est qu'on a des intuitions, et puis ces intuitions, par exemple, Leibniz dit ça aussi, ces intuitions, elles découlent d'idées qui ont été mises en nous par Dieu. Donc, du coup, ça va, on peut faire confiance. Mais, mais c'est assez marrant de voir justement la philo contemporaine, même par exemple, pas juste analytique, hein, quand vous faites de la philo au lycée, en terminale, en général, c'est le genre d'argument qu'on donne. C'est ah, oui, on pourrait dire que ce qui fait qu'on est la même personne, l'identité personnelle, ça repose sur la mémoire. Mais en même temps, ça voudrait dire que dans ce cas-là, si on perdait nos souvenirs, on serait plus la même personne, ce serait bizarre. Voilà, on est toujours en train de comparer une théorie à nos intuitions par ailleurs.
et puis sans jamais Oui, c'est plus que ça a mis en exergue les problèmes de l'intuition qui étaient déjà là auparavant. ouais, je pense que ça a vraiment rendu saillant le truc, quoi. Je pense que c'est vraiment jusque-là, c'était sous le tapis, et puis, vraiment arriver comme ça et dire: «Mais les intuitions, en fait, c'est un truc concret, c'est vraiment un phénomène psychologique, ça doit bien venir de quelque part et puis on peut se poser la question de savoir si c'est fiable». Ça jette quand même une sorte de scepticisme sur certains projets, quoi. Par exemple, si on arrivait à trouver une théorie éthique, qui colle à toutes nos intuitions, en quoi ça montrerait qu'elle est vraie? Bon, il y a des personnes pour qui c'est pas un problème. Par exemple, il y a des antiréalistes qui disent que justement juste le but, c'est de trouver une théorie sur laquelle on peut tous s'accorder, donc ça irait. Mais il y a plein de projets réalistes sur lesquels on pourrait dire: «Voilà, mais c'est bien d'avoir des intuitions». Donc je pense vraiment le fait de rendre les intuitions un peu concrètes comme c'est un vrai phénomène réel psychologique, il y a un côté un peu sale, quoi. Il y a vraiment c'est un peu obscène quelque part. Il y a ce truc de se dire: «Voilà, toi tu as cette intuition, toi philosophe, tu as cette intuition, mais cette intuition, c'est juste un phénomène psychologique qui se produit quelque part dans ton esprit, dans ton cerveau, qui a des origines, pourquoi penser qu'elle est reliée directement à la vérité, quoi?» Et ça, c'est toujours en fait un peu ouais. Je me demandais aussi en philosophie expérimentale, comme ça peut toucher à beaucoup de domaines en termes d'application, on parlait d'IRM, ça peut être des enquêtes, des intelligences artificielles, enfin, ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un problème de critique de la part des philosophes? Puisque à chaque fois, il va y avoir un besoin d'avoir des compétences dans un domaine précis pour critiquer et en même temps des compétences en philosophie. Et donc ça, par exemple, ça peut devenir beaucoup plus difficile de critiquer le papier qui s'était basé sur, des aires, cérébrales, analysées en IRM si on est philosophe et qu'on n'a pas des compétences là-dedans. Ça fait un peu argument d'autorité. Oui, il y a un côté en plus, on sait que il y a toutes ces études qui montrent que quand on met des graphiques de cerveau dans un papier, les gens trouvent ça plus convaincant. Oui, il y a un côté, il peut y avoir un côté il a pu y avoir un côté un peu comme ça dans la philosophie expérimentale, genre, «Nous, c'est de la science, taisez-vous. De toute façon, vous pouvez pas lire les stats, alors, qu'est-ce que vous voulez faire?» Heu et il y a aussi bah, du coup, ça explique aussi pourquoi certaines personnes ne trouvaient pas ça intéressant. C'est pas forcément facile à lire ou intéressant à lire pour eux, quoi. Surtout les papiers où il y a 4 pages de stats, heu, mais je mais oui, c'est mais la plupart des papiers sont quand même assez lisibles. En général, on peut y comprendre, on n'est pas obligé de comprendre la partie méthodo, on peut lire le résumé, puis on peut voir l'implication. En général, je crois que les ph j alors peut-être qu'il y a un biais de survivant, mais en tout cas, les philosophes ont jamais tari de discussion sur les trucs de philo expérimentale. Ils ont toujours trouvé quelque chose à dire. Ils ont toujours été capables de discuter, même de façon assez pointue, hein, je veux pas dire que c'est des mauvaises discussions, de façon assez pointue, les points. Justement, bah, on disait quelles étaient les critiques des philosophes. Là, j'étais parti sur un truc un peu simple. On va dire les 2 grandes critiques, qui demeurent. Il y en a une que je trouve très nulle, même s'il y a une énorme littérature dessus. Je commence par celle-là, puis on passe à celle qui est plus intéressante. C'était cette idée que, oui, mais les philosophes sont des experts, donc leurs intuitions valent plus. Voilà, c'est en gros, bon, imaginons que mon argument c'est, imaginons mon argument c'est, voilà, le conséquentialisme a telle théorie, a telle implication que dans ce cas-là, ce serait, mal de tuer une personne pour en sauver 5. Donc comme je trouve que cette conséquence est contre-intuitive, je rejette le conséquentialisme et là, on me dit en fait 70% des gens trouvent qu'en fait c'est acceptable. Et là, je répondrai: «Oui, mais enfin moi j'ai fait de l'éthique, je suis un professionnel, mon intuition compte plus, quoi». Donc il y a vraiment ce qu'on appelle la défense de l'expertise. Il y a une énorme littérature dessus, ça a été proposé principalement par un philosophe qui s'appelle Timothy Williamson et je trouve ça tellement bizarre, quoi. Est-ce que les philosophes qui étudient la morale sont plus moraux de manière Voilà, non, voilà, alors il y a 2 questions. Est-ce qu'ils ont plus d'intuitions leurs intuitions morales sont meilleures et puis en fait, le problème, c'est qu'on peut pas calibrer ça, en fait. Le truc, c'est que si on sait pas ce qu'est la bonne théorie morale, il y a aucun moyen d'argumenter que les intuitions des philosophes moraux sont meilleures dans le sens où elles sont mieux calibrées, vers la vérité mais ils morale. peuvent montrer leur cohérence, par Alors contre. ils peuvent montrer leur cohérence, mais l'idée, c'est que la cohérence peut être construite justement par le fait de construire un système. Ça veut pas On pourrait dire que ça dénature les intuitions plus qu'autre chose, quoi. Il y a pas de C'est un peu difficile parce qu'ils peuvent être cohérents de façon très différente, quoi. Alors il y a eu des études aussi il y a des gens qui sont rentrés dans ça. J'avoue que c'est vraiment pas le truc que je trouve le passionnant, mais il y a une énorme littérature avec des philosophes expérimentaux qui ont fait des expériences pour montrer, par exemple, les intuitions des gens étaient vulnérables à certains biais. Par exemple, l'ordre dans lequel sont présentés les cas ou le fait de présenter les cas de telle manière, en première personne versus troisième personne et qui ont ensuite essayé de montrer que les philosophes professionnels sont aussi vulnérables à ces biais-là, quoi. Donc, c'est une façon de rejeter ça. Moi, j'avoue que je suis juste plus perturbé par l'idée que,
pour moi, un argument philosophique, il doit s'appuyer, voilà, par exemple, l'idée, c'est en science, l'idéal, c'est qu'on s'appuie sur des preuves qui sont accessibles théoriquement à tous, des choses observables, quoi. Là, si je dis, si on commence à dire en philosophie, bon, bah, les théories, elles s'appuient sur des intuitions, mais c'est pas les intuitions que tout le monde peut partager, c'est juste celles des philosophes professionnels. Ça fait un peu, faites-moi confiance, quoi. Surtout vraiment les arguments les plus célèbres en philosophie, justement, par exemple en morale, ceux de Singer sont très connus parce qu'ils s'appuient toujours sur des intuitions que tout le monde partage. C'est ça qui fait leur puissance, c'est ça qui fait que Singer est un philosophe qui a qui a inspiré, on va dire, en tout cas motivé beaucoup de personnes à s'engager. C'est parce que le cas de l'enfant dans la mare, tout le monde peut voir où est le problème, quoi. Si maintenant on s'appuie sur des trucs, voilà, j'ai toujours été pas beaucoup persuadé. Effectivement, on peut tester la cohérence, comme vous dites, des experts. Puis bon, là, il y a des débats là-dessus, mais c'est ce que beaucoup de gens partagent votre avis, donc c'est un très bon avis, c'est juste pas le mien. J'ai l'impression que même quelqu'un qui serait cohérent pourrait l'être pour des raisons très... Ouais, ça après, j'ai l'impression, en tout cas dans les philosophes que j'ai vus, qui avaient créé tout un système moral, que c'est le même problème que les IA, les problèmes de surapprentissage, overfitting, où ils essaient ils sont surentraînés sur des données et finalement, ça donne des résultats totalement étranges. Ouais, 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 oui, c'est une très bonne analogie, je la trouve très marrante, mais on pourrait... ouais, ils ont passé tellement de temps sur des cas très, très particuliers que... et à systématiser un certain nombre de cas, et après ils arrivent à des... En fait, c'est souvent ça, ouais, quand les philosophes appliquent leur théorie, des fois ça donne des systématisations très étranges dans certains cas, quoi. Comme le truc de Kant sur le fait qu'il faut pas mentir, même pour sauver, même pour sauver un ami qui serait poursuivi par un tueur, quoi. C'est vraiment, oui, ouais, ce serait un cas un peu comme ça, quoi. Ah, et l'autre critique est beaucoup plus intéressante et qui s'applique à plein de trucs, c'est de savoir est-ce que les gens comprennent vraiment les scénarios. Ça, c'est une critique plus intéressante de la théorie expérimentale, c'est de leur dire, bah, on veut avoir les intuitions des gens sur des scénarios, on leur donne des scénarios, mais s'ils pigent pas vraiment de scénario. Alors, dans les exemples que j'ai donnés, c'est pas très compliqué, hein, le train, l'expert, l'enfant dans la mare, bon, le zèbre, c'est un peu plus tordu, mais bon, ça reste quand même quelque chose de très compréhensible. Mais comme je vous dis, par exemple, si on veut leur faire comprendre des trucs de métaphysique analytique, j'avais vu une fois un papier, hein, je pense qu'il est publié d'ailleurs, parce que l'effort était beau, mais j'avais beaucoup de doutes sur où en gros les gens expliquaient. Alors, il y a deux grandes théories du temps. Je ne sais pas si vous savez en métaphysique, la théorie A, la théorie B. La théorie A, je crois, c'est le temps est une sorte de truc. Je ne sais plus laquelle est laquelle. Il y en a une, c'est le temps est un flow, et juste le présent existe. Puis l'autre, c'est le temps est un bloc. Tout est simultané, ouais. Et là, c'était vraiment une expérience où les types expliquaient les théories aux gens, puis leur demandaient lesquelles ressemblaient le plus à leur intuition, expérience quotidienne. Puis t'es là. Ah. Et par contre, ils avaient vraiment bien fait le boulot, hein, très sérieusement. C'est qu'ils avaient ensuite, ils avaient des questions de compréhension. Et ils excluaient les participants qui ne comprenaient pas. Et à la fin, il leur restait 20% de participants. Donc là, Mais c'est déjà une bonne manière de sélectionner. c'est une bonne manière de sélectionner, mais du coup, on ne sait pas si ce qui reste est très représentatif, du coup. Oui. Voilà, c'est un peu le problème. Mais voilà, donc effectivement, il y a à partir d'un moment où voilà, c'est des gens qui font des questionnaires. Certains, ils sont payés pour les questionnaires en ligne. D'autres, c'est juste des gens recrutés comme ça. Est-ce que... Alors, un domaine dans lequel j'ai pas mal débattu, c'est sur cette question, c'est la question de... Il y a tout un champ de la philo expérimentale sur le libre arbitre. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Alors, on ne demande pas aux gens est-ce qu'on a un libre arbitre, parce que l'idée, c'est que c'est pas en demandant aux gens qu'on va le savoir. Mais dans les débats sur le libre arbitre, il y a cette question de savoir, est-ce que si le monde était déterministe, c'est-à-dire si chaque chose qui se produit était entièrement causée par ce qui se passe avant, de telle sorte qu'il n'y avait qu'une issue possible, comme je sais pas, vous savez, dans les machines où chaque fois qu'il se passe un truc, il y a un deuxième truc qui se passe, puis c'est un enchaînement rigoureux, est-ce qu'on serait libre ou pas? Alors ça, c'est une question qui m'a toujours intéressé, parce que moi, j'ai fait mes études en France, puis en France, quand on étudie le libre arbitre, par exemple, c'était un sujet qui était quasiment à l'agrégation. Pour la plupart des auteurs qu'on voit, c'est clairement admis que le libre arbitre et le déterminisme, c'est des choses opposées, quoi. Voilà, c'est soit le déterminisme, soit le libre arbitre. Mais en fait, le débat philosophique depuis l'Antiquité, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a vraiment une incompatibilité entre le libre arbitre et le déterminisme. Donc, il y en a ce qu'on appelle l'incompatibilisme, c'est l'idée que si ce que je fais maintenant est entièrement causé et entièrement déterminé par tout le passé, je ne suis pas libre, parce que je devrais être la source moi-même de mes actions. Et puis, il y a des gens qui disent non, mais en fait, la liberté, c'est beaucoup plus simple, c'est faire ce qu'on a envie, faire ce qui est en accord avec nos projets. Et le fait de savoir, donc je fais ça là, je donne cette interview parce que j'en ai envie. Alors le fait que j'en ai envie et surtout, et s'explique par sûrement plein de facteurs avant,
qui sont soit ma bienveillance, soit mon envie de célébrité, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que le compatibiliste dirait on s'en fout qu'il y ait des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ça. Ce qui compte, c'est que j'ai envie de faire ça, quoi. Et là, ça, c'est une question conceptuelle. C'est vraiment une question de savoir est-ce que le type de liberté que les gens considèrent comme nécessaire pour être un adulte responsable, un agent responsable, ça demande juste d'être capable de faire ce qu'on a envie, d'être capable d'agir sur ses projets, ou est-ce que ça demande la capacité d'échapper à la chaîne des causes, quoi, un truc beaucoup plus fort. Et donc, il y a des études qui ont essayé de trancher ça, en fait, de façon assez intéressante. Donc, du coup, ce qui est assez marrant, parce que c'est encore des papiers de 2004-2005, c'est toujours marrant de voir vraiment des gens qui ne savent pas vraiment faire des expériences, commencer à tâtonner pour faire des expériences. Donc, il y a un papier qui dit, bon, au début, on a été un peu cons. C'est vraiment presque ça la note. On allait voir les gens dans la rue, puis on leur demandait est-ce que vous pensez que le libre arbitre et la responsabilité morale sont incompatibles avec le déterminisme. Et là, 80% des gens disaient oui, oui, non, je pense que c'est incompatible. Mais après, on leur a demandé qu'est-ce que vous entendez par déterminisme? Puis ils nous ont dit, bah, c'est quand on n'a pas de libre arbitre. Donc, ça n'était pas très instructif. Donc, les gens ne comprenaient pas le mot déterminisme au sens des philosophes, parce que c'est un terme technique. Donc, toute la question, c'est comment on leur fait comprendre ce que c'est le déterminisme. Parce que ce n'est pas une notion très, très intuitive quand même. Donc, ils ont mis au point tout un tas de scénarios qui sont assez marrants. Donc, dans les premières expériences, maintenant, il y a beaucoup plus de versions. Il y en a une où on leur disait, imaginez que dans le futur, on ait créé un ordinateur et qu'on vive dans un monde où si on connaît exactement l'état dans lequel est toutes les lois de la nature pour prédire à l'avance ce que vont faire les gens. Parce qu'on peut calculer comment les gens vont agir. Donc, imaginez que dans ce monde-là, il y ait un type qui naisse en 2040 et en 2020, l'ordinateur avait déjà fait la prédiction qu'il naîtrait et qu'il cambriolerait une banque en 2060. Est-ce que quand il cambriole effectivement la banque en 2060, il est moralement responsable de ses actions, il est libre? Sachant que tout cela était fort prédictible. Et là, 2 tiers des gens, voire 70%, disent bah oui, tout à fait, il est libre, il est moralement responsable, il n'y a pas de problème. Alors, un autre scénario qui est donné, c'est imaginez un univers dans lequel, à la fin, l'univers se détruit, puis il revient à son point initial, puis il recommence depuis le début. De la même façon, du même point initial, de telle façon que l'univers se répète sans cesse. Dans cet univers, il y a une femme qui vole un collier. Est-ce que cette femme est responsable d'avoir volé le collier? Est-ce qu'elle l'a fait librement? Puis là aussi, 2 tiers des gens disent oui, quoi. Donc là, ces résultats, souvent, ils étaient jugés quand même plutôt un peu étonnants à l'époque, parce que beaucoup de gens étaient persuadés que les gens étaient intuitivement incompatibilistes. En fait, c'était assez marrant. Dans la plupart des livres sur le sujet, puis c'est vraiment la réaction de beaucoup de gens aussi, hein, quand on leur explique des gens pas philosophes, quand on leur explique le débat, c'est il y a vraiment cette idée que c'est évident que qu'on a l'intuition que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale et le libre arbitre. Et que donc, c'est ceux qui défendent l'idée que finalement, on peut être déterministe et libre qui doivent argumenter. C'est à eux que revient le fardeau de la preuve, parce que c'est eux qui ont une position très contre-intuitive, qui demandent du travail. Et puis là, en gros, les résultats disaient non, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est quand même assez. Là, ça change quand même pas mal la donne pour un certain nombre de débats philosophiques, en tout cas. Enfin, pédagogiquement, c'est très intéressant d'utiliser ces scénarios en classe, par exemple, pour essayer d'expliquer le déterminisme, parce que ça permet ça fait toujours, il y a toujours une sorte d'incompréhension. C'est vraiment un truc dans lequel autant il y a des débats dans lesquels les gens comprennent, par exemple, le dilemme du trolley, si vous voulez pousser la personne sous le train et que l'autre personne ne veut pas, il y a un peu cette idée: «Ah, c'est bizarre quand même, mais bon, je vois l'idée, quoi, c'est quand même pour sauver plus de monde». Et là, c'est vraiment un cas où il y a une sorte d'incompréhension totale et chacun est persuadé que l'autre a pas pigé la question, quoi. Donc c'est assez marrant. Et alors du coup, bon, ce résultat date de 2006 et la question est toujours pas tranchée parce que, bah, la question qui s'est posée, c'est: mais est-ce que les scénarios sont suffisants pour que les gens comprennent que c'est un monde déterministe, quoi? Est-ce qu'ils n'importent pas plein d'éléments, est-ce qu'ils n'importent pas plein d'éléments et de suppositions dans leur compréhension des scénarios? Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée des questions de compréhension pour voir s'ils ont compris. Et là, certains disent: «Bah, regardez, ils ont compris», et d'autres disent: «Non, non, regardez, moi, avec mes questions de compréhension, beh, on a l'impression que les participants n'ont pas compris». Et là, on découvre un autre problème méthodologique, c'est que, bah, c'est pas clair comment les gens comprennent les questions de compréhension. C'est très, très dur. Sur des concepts philosophiques comme ça, c'est ça, si on leur pose la question du genre, est-ce qu'ils devaient nécessairement agir de cette façon? Comment les gens interprètent ça, quoi? Mais est-ce que si, s'il s'agit de problèmes assez complexes cognitivement, on peut vraiment dire que quelqu'un a une intuition dessus? Alors ouais, Il ne comprend pas déjà et qui se ne bonne peut ques pas le comprendre?
C'est une bonne question. L'idée, c'est que oui, quand même, heu, je vais essayer de défendre ce point de vue. Dans l'idée, c'est que l'intuition, c'est quelque chose qui arrive sans raisonnement. Une fois qu'on a compris la situation. C'est-à-dire que la compréhension de la situation de départ, là où ce serait plus une intuition, c'est si on leur commençait à nourrir des arguments en faveur de telle chose. Là, on veut leur faire comprendre que le monde est déterministe, puisqu'on veut tester, c'est leur intuition si la personne est libre et moralement responsable. Donc en gros, on leur donne jamais d'explication d'arguments en faveur de l'idée que la personne serait moralement responsable ou pas. Toute explication porte sur vous comprenez que ce monde fonctionne de cette façon, qu'il est déterministe, quoi. Donc l'idée, c'est on peut quand même avoir l'idée, c'est qu'on peut quand même avoir un processus cognitif très long pour comprendre la situation et on peut quand même avoir une intuition, qui arrive automatiquement. Alors une très mauvaise analogie, ce serait la chose suivante. Imaginez que je vous donne le scénario du dilemme du trolley, mais que je vous l'écrive en code. Et après, je vous donne le code à côté pour déchiffrer le scénario. Ce serait très long de déchiffrer le scénario, ça demanderait beaucoup d'efforts cognitifs, mais votre réaction serait peut-être quand même intuitive. Est-ce que ça a un sens comme argument? Une fois que vous auriez Faut déjà arriver à comprendre, le voilà, problème de base. ça c'est le problème. Donc là, il y a quand même ça, c'est une objection qui date depuis longtemps, qui dans certains cas ne marche pas très bien, parce que certains cas sont très simples, et qui dans d'autres cas sont une vraie objection sur laquelle il y a toute une industrie, à laquelle moi-même je participe de temps en temps, de débats sur: «Mais si, les gens ont compris» ou «Les gens ont pas compris» ou «Bon, effectivement, les gens ont pas compris, mais regardez, j'ai un nouveau scénario et là, ce coup-ci, les gens vont comprendre». Donc moi, mon truc, le truc qu'on avait fait avec, Thibaut Giraud, qui s'appelle aussi Monsieur Phi, c'est qu'on avait fait, on avait proposé de tester si les gens comprenaient en utilisant des scénarios de boucle temporelle. En leur disant: «Voilà, ce monde, il» on leur fait toute l'explication, ce monde, il est déterministe. Puis on leur dit: «Voilà, imaginez que, machin vit dans ce monde, il vit une journée d'un coup, et il se passe tel ou tel événement, puis il revient au début de la journée, suite à un il remonte dans le temps magiquement et là, il fait exactement les mêmes actions. Est-ce que tout va se passer de la même manière selon vous, quoi?» Et là, les gens ont l'air de bien piger le truc, quoi. Mais bon, on peut toujours débattre, est-ce que c'est vraiment une bonne question de compréhension? Moi, je pense que oui, parce que c'est la mienne, mais je suis sûr qu'il y a plein de critiques qu'on pourrait faire. Et aussi ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a des résultats qui ont été vraiment réutilisés en philosophie et qui ont potentiellement permis de réorienter des débats plutôt en faveur, d'une nouvelle position grâce à des résultats de philosophie expérimentale? Ah ça, il faudrait connaître plus la philosophie. Non mais, heu, comme je pense qu'en fait, en général, peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est triste à dire. Je pense qu'en général, une des traces fréquentes du passage à la philosophie expérimentale, c'est que les gens désespèrent et décident de plus trop utiliser d'expérience de pensée. Je pense que non, mais je pense que, par exemple, même en philosophie de la connaissance, qui est un domaine que je connais pas beaucoup, je crois qu'il y a vraiment une sorte d'abandon un peu progressif du projet de définir la connaissance à partir d'expériences de pensée. On cherche soit d'autres moyens, soit d'autres projets, heu ce qui en soi est un progrès philosophique, étant donné ce qu'est le progrès en philosophie. Comme je vous dis, par exemple, dans les débats sur le libre arbitre, je pense que, la position compatibiliste est ressortie un peu renforcée par rapport à avant, parce qu'il y avait vraiment cette idée, que c'était un peu un cas dans un domaine dans lequel le débat était vraiment en faveur de l'incompatibilisme, parce que c'était clairement la position par défaut intuitive, qui avait pas besoin de se défendre plus que ça et je pense que quand même là il y a quand même eu une petite prise avec l'idée qu'il faut quand même chercher des bons arguments, bah, il y en avait déjà, hein, mais je pense que les gens auront moins recours à cette idée que de toute façon c'est la position intuitive, c'est pas ce Oui et puis c'est vrai qu'il y avait moi-même je la ressentais cette sorte de haine envers les gens qui n'avaient pas le même avis, l'impression qu'ils n'avaient juste pas compris le concept. exactement, moi je me rappelle, c'est vraiment un truc qui m'avait beaucoup intéressé parce que j'avais des intuitions très incompatibilistes à l'époque, je sais pas si c'était votre cas aussi, mais oui. Puis voir ça, ça m'a quand même, amené à réfléchir un peu, quoi, puis comme je disais, en fait, cette impression était vraiment nourrie parce qu'en France, il y a, la plupart de ce qu'on trouvait sur le libre arbitre à l'époque, c'était vraiment il y avait même pas ce débat sur le fait que le libre arbitre pourrait être compatible avec le déterminisme. C'était vraiment, un truc un peu kantien, il faut choisir entre les 2, quoi, ou, choisir la synthèse kantienne. Hem, je disais, en fait, souvent, là où la philosophie expérimentale fait le plus de progrès, c'est en fait général, là où elle a permis de construire des théories un peu psycho, plus que résoudre des problèmes philosophiques, quoi. Comme je disais dans le cas, par exemple, de Nob, de la causalité, de tous ces trucs-là. Hem
Alors si, moi, il y a une expérience que j'aime bien et je pense que parce que c'est moi qui l'ai faite, je pense qu'elle constitue un progrès. Est-ce que je peux faire de l'autopromotion 5 secondes? Oui, c'est possible. Non, mais je pense qu'elle a changé une certaine perspective. Donc c'est en philo de l'art, que j'étais un des premiers à faire des trucs de philo expé en philo de l'art, je trouve que c'est en général, un domaine qui intéresse pas les gens. D'ailleurs, un résultat intéressant de philo expé qui a eu comme ça, c'était, philosophe expérimental qui avait pris 10 champs de la philosophie, puis qui avait demandé aux gens de noter si c'était un champ central ou périphérique de la philosophie. Et puis il y avait 9 champs centraux et un champ périphérique et c'était la philosophie de l'art. Donc personne n'aime la philosophie de l'art. Mais tous les papiers sur l'esthétique, ça commence à prendre de la popularité quand même. Non, non, ça c'est bien. Mais vraiment à l'époque, il y avait pas. Et puis il y avait vraiment ce truc qui m'avait toujours dérangé depuis que j'avais été étudiant en philosophie sur le truc de Kant, en fait, cette idée que quand les gens disent que quelque chose est beau, ils ont le sentiment que les autres ont tort, que ça doit avoir une portée universelle, quoi. Enfin, le truc classique qu'on apprend sur Kant, quoi. Puis nous, on avait fait vraiment cette étude avec Nicolas Pin, qui était aussi un étudiant en philo à l'époque, où on avait vraiment pris quelques personnes, bah, c'était le début, j'étais étudiant, je crois, j'étais même pas thésard, quoi. Puis on avait vraiment pris quelques personnes, puis on leur avait donné des scénarios du genre, voilà, imaginez que alors on a pris des trucs très kantiens, hein. Imaginez que Alain et Bernard, c'est A et B, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, se promènent dans la campagne, ils entendent le chant du rossignol, très kantien, je disais. Il y en a un qui dit: «Ah là là, c'est vraiment beau», puis l'autre dit: «Non, c'est pas beau». Et on demandait aux gens: «À votre avis, dans ces cas-là, est-ce que, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort? Est-ce que, ils ont ou est-ce qu'ils peuvent avoir tous les 2 raisons, tous les 2 torts? Ou, est-ce qu'il y a pas de raison et pas de tort?» Donc l'idée kantienne, c'est que les gens pensent qu'il y a une validité au jugement de goût, hein. C'est un peu l'intuition de base. Et puis je pense que ça surprendra personne qui est pas philosophe. C'est un peu ça le problème de cette étude, c'est qu'en philosophie, elle surprend les gens, mais en dehors, chez les gens normaux, ça surprend personne. La totalité des gens disent: «Mais non, c'est sur les jugements de beau, on sait que c'est subjectif, personne n'a le sentiment que c'est vrai que c'est vrai ou pas vrai, quoi». Et ça, je sais que j'ai eu pas mal de ça fait pas mal de débats à l'époque, alors le problème qu'on avait, c'était assez marrant, juste pour, c'est que nous, on était français. Alors c'était un vrai problème. C'était vraiment une critique méthodologique du papier, c'est de dire: «Oui, mais ils ont interrogé des Français». Forcément, les types étaient relativistes, des Parisiens en plus. Franchement. Pourquoi c'est particulièrement considéré comme relativiste, les Français? Je pense que du point de vue des philosophes, Paris, c'est Derrida, le postmodernisme et tout le monde est Ouais. corrompu là-bas, quoi. C'était Ouais, mais je suis pas sûre que ça ait tant influencé la population générale sur leur non. perception de l'art. Non, mais de toute façon, après, presque 10 ans après, on a pu faire cette étude-là, on l'a refaite, au cours d'un projet dans, plus de 20 pays différents. Puis il y a aucun pays dans lequel la réponse était que les gens trouvaient que le beau devait être universel, quoi. Et je sais que ça, c'est un truc qui a fait réagir pas mal de philosophes dans des débats et une raison pour lequel j'en parle, je garderai la personne anonyme, mais une personne avec qui je parlais beaucoup, c'était vraiment, quelqu'un qui avait défendu le réalisme esthétique. L'idée qu'il y a des choses vraiment belles en France, heu qui a écrit un livre là-dessus, défendre le réalisme esthétique, hein, sur l'idée que, bah, justement, une des un des avantages du réalisme esthétique, de penser que le beau est réel, c'est que ça rend compte des intuitions des gens, sur le fait que quand ils disent que quelque chose est beau, il y a quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est des arguments qui existent dans la littérature et moi lui, a changé d'avis, une fois qu'il a vu, pas tout de suite après avoir vu mes résultats, mais c'était quelque chose qui l'a pas mal fait changer d'avis et je crois que c'est quelque chose qui change pas mal le débat. Par exemple, quand on avait écrit le papier, sur la page de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, donc je sais pas s'il faut expliquer ce que c'était, mais en gros, c'est une sorte d'encyclopédie de référence en philosophie. Il y avait cette idée que le problème fondamental de l'esthétique, c'était d'expliquer pourquoi, alors que le jugement esthétique vient des émotions, les gens lui donnent une portée universelle, quoi. Alors je crois que sur la nouvelle version de la page est gardée, le problème est gardé comme ça, mais il y a quand même une note pour expliquer que nos résultats existent, mais qu'il ne faut pas y faire attention. Et donc Moi, si, le jugement des personnes est une sorte de jugement statistique où ils considèrent que c'est quand même subjectif, mais que tant que c'est la majorité qui le pense, ça devient presque objectif. Alors, ça c'est marrant, bah, alors ça on pourrait rentrer là-dedans. Alors c'est pas ce que veut dire Kant et c'est pas ce que veulent dire effectivement les gens qui défendent cette théorie. Ils veulent vraiment l'idée que voilà, leur jugement à eux, est universel dans le sens où il devrait pouvoir valoir pour les autres, pas dans le sens où les autres le partageraient, mais dans le sens où ils auraient tort de ne pas le partager. Mais il y a effectivement, quand on a étudié un peu, ce que ça veut dire pour les gens que le beau est objectif ou pas, il y a des gens qui disent que certaines choses sont belles objectivement, juste dans le sens où tout le monde s'accorde dessus, quoi. Ça, c'est un sens d'objectif que partagent les non-philosophes. C'est, en fait, quand sur les jugements de goût, quand certaines choses
certaines personnes disent que certaines choses sont objectives, ça veut dire toutes les personnes qui ont pas des troubles psychologiques partagent cet avis, quoi, plus ou moins. C'est une définition d'objectif qui est très différente de celle qu'ont les philosophes. Oui, et je voulais, aussi, à part si vous voulez dire quelque chose. Non, 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 c'est bon. Je vais aussi vous demander, est-ce que le fait d'avoir, commencé à faire de la philosophie expérimentale, ça a modifié votre perception de la philosophie ou même, d'autres champs disciplinaires potentiellement? Heu, hem, alors pas vraiment, mais dans un sens très particulier. C'est que mon parcours est pas j'ai fait de la philo, puis j'ai découvert les trucs expérimentaux. C'est que j'ai fait, prépa lettres, j'ai fait mon bachelor, ma licence, pardon, je suis en pardon, peut-être que ça s'appelle bachelor en France, je sais pas. En tout cas, la licence de philo. J'ai fait ma licence de philo, puis là, j'étais très convaincu en lisant Hume, que finalement tout ça, ça ne servait à rien et qu'il fallait faire des trucs expérimentaux. Et donc là, pour l'instant, je connaissais quasiment pas la philo analytique, hein, j'avais juste fait la philo classique. Donc là, je suis parti en master de sciences cognitives à Paris et c'est par le master de sciences cognitives que j'ai redécouvert la philosophie. Donc en gros, j'ai redécouvert plus ou moins la philosophie analytique après avoir, déjà été convaincu par les approches empiriques. Hem et donc j'ai pas eu une sorte de conversion où ça a complètement changé, moi-même, de toute façon, une des raisons pour lesquelles j'avais commencé à étudier la philosophie, c'est parce qui m'intéressait, c'est le fonctionnement de l'esprit humain, pourquoi les gens trouvent des choses bien et mal, pourquoi les gens trouvent des choses, belles, d'où vient la religion, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est juste j'ai commencé à faire ça après la terminale parce que en plus je savais pas si ça a changé, mais à l'époque, quand on sort du lycée, on ne sait pas qu'il y a plein de disciplines qui font ça, s'occupent de ces questions de façon très intéressante. Mmh. La seule discipline qu'on voit sur le sujet, c'est la philo. Heu, peut-être que si on m'avait présenté d'autres trucs au lycée, j'aurais pas fait autre chose que de la philo. Donc je pense que j'ai toujours abordé à la limite, je pense que presque, je suis devenu un peu plus philosophe avec le temps. Mais Avant. clé j'ai clairement abordé, je suis clairement rentré dans la philo analytique et dans la philo contemporaine avec un point de vue qui était quelqu'un qui fait de la psychologie par ailleurs. Donc je suis désolé, j'ai C'est pas eu de ça. conversion, C'est qu'il y avait une nécessité, au bout d'un moment, il manquait certains raisonnements qui étaient au sein de la philo-analytique pour avoir ce besoin d'aller vers la philo-analytique. ouais, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'origine des idées, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, que je trouvais chez des philosophes comme justement, bon, alors Locke, oui, mais c'est pas passionnant, mais ça reste quand même un bon philosophe. Chez Jung, chez Nietzsche, des auteurs comme ça, quoi, cette idée que, toutes ces choses tous ces repères qui façonnent nos vies, ils ont des origines. Alors je vais dire, c'est pas une nouvelle, mais je trouvais, par exemple, les explications sociologiques étaient souvent pas très satisfaisantes toujours, qui consistent juste à dire, bah, c'est des idées de, ton environnement. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même, un certain nombre de concepts assez intéressants à développer qu'on retrouve quand même un peu, dans différentes cultures. Donc il y a vraiment, ouais, ce qui m'a toujours fait intéresser, c'était vraiment l'origine des idées. Donc c'est pour ça que la philosophie expérimentale, c'était, qui disait: «Voilà, bon, on va s'intéresser aux concepts, mais comme si c'était des objets qu'on peut étudier», ça m'a tout de suite, attiré, quoi. Heu, donc ouais, c'était clairement, c'était même pas quelque chose qui est venu s'ajouter, quoi. J'attendais ça quelque part. C'était ça que je voulais faire, je savais juste pas que ça existait, quoi. Et d'ailleurs, petite question plus sur les sciences cognitives, que je me pose en ce moment, donc autant la poser maintenant. C'est est-ce que, les sciences cognitives, selon vous actuellement, ont réussi à bien intégrer la philosophie ou, ou non? Déjà, est-ce qu'elles ont bien réussi à intégrer les différentes disciplines? Bah, en fait, je dirais plutôt oui. Heu, j'ai l'impression qu'on s'en rendait juste plus compte. Ah bon? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont devenus des questions qui sont devenues tellement naturelles aux psychologues pour eux, c'est leur question presque ou aux neuroscientifiques, c'est leur question alors qu'elles viennent de la philo. Par exemple, quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est toutes ces études sur, le schème conceptuel des petits enfants. À partir de quel âge ils développent la permanence de l'objet, des choses comme ça. Tout ça, c'est des questions qui viennent de la philo, quoi. C'est des trucs très conscients. Est-ce que pour observer le monde, il faut la catégorie de substance ou des choses comme ça? J'ai l'impression que maintenant, les gens qui font ça se rendent même plus compte que c'est des questions qui viennent de la philo à la base, quoi. Heu, à la limite, après ça dépend, ça dépend énormément. Je me rappelle avoir lu un papier il y a pas longtemps, qui m'a fait beaucoup rire, qui essayait de trouver quand est-ce que les trucs interdisciplinaires fonctionnaient le mieux.
Et la réponse du papier, est ce qu'elle est, c'est qu'en fait, le projet interdisciplinaire fonctionne le mieux quand il y a une personne qui maîtrise au moins 2 disciplines. Sinon ça sinon ça reste toujours, puis c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours f bah, c'est toujours un truc que j'ai toujours constaté. On m'a souvent engagé pour, gérer les trucs interdisciplinaires, puis en général, le truc interdisciplinaire que je faisais mieux, c'est parce que je connaissais les 2 trucs moi-même, que je pouvais parler avec moi-même. Parce que c'est vrai que là, je constate un manque de communication, mais parce que c'est extrêmement difficile d'ordonner toutes ces disciplines entre elles. Et j'avais vu un papier récemment qui faisait un peu le constat que les papiers qui se nomment des papiers de sciences cognitives, dans le lot, il y a énormément de proportions de papiers juste de psychologie cognitive. Et qu'au fur et à mesure du temps, c'est la psychologie cognitive qui a juste pris le pas sur tout le reste et qu'il y a quasiment aucun papier d'anthropologie, aucun papier Ah! officiellement de philosophie ou juste de linguistique. Ouais, c'est possible effectivement dans ce sens-là. C'est vrai que, ça fait trop longtemps que je suis pas directement en champ des sciences cognitives. Moi, je fais ce qu'ils appellent les sciences affectives à Genève et c'est vrai que bon, l'intégration, c'est pas toujours ça, quoi. Heu, voilà, les gens sont dans le même labo, les gens parlent ensemble. Des fois, il y a des trucs qui se forment, mais bah, je pense que le problème, c'est de réussir à montrer que, telle question peut être reformulée dans les termes d'une autre discipline. C'est toujours très compliqué. Quand soi-même on maîtrise les 2 disciplines, c'est hyper facile de faire les ponts de l'une à l'autre. Mais par exemple, moi-même qui ne connais pas grand-chose en neurosciences, c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à arriver avec un projet, en neurosciences, intéressant. Si on me demandait, voilà, collaborer avec des gens en neurosciences, je serais là: Mais je pense, voilà, comme je disais avec ce papier que j'avais lu suggère, c'est que c'est une sorte de problème, d'arriver à transférer ce qui est intéressant dans une discipline dans l'autre, à traduire les questions. Je suis pas sûr que ce soit propre aux sciences cognitives, Après je Non, pas après je spécialement, mais après aussi arriver à unir les méthodologies aussi. ouais. Après je comprends que ça soit la psychologie qui soit un peu le truc qui sort gagnant des sciences cognitives, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui fait le joint entre pas mal de disciplines. Dans le sens où, la philosophie va plutôt, va pouvoir quand même plutôt facilement discuter avec la psycho. Peut-être la neuro plus facilement aussi avec la psycho, mais plus difficilement directement avec les philosophes. J'ai l'impression que beaucoup de modèles d'IA sont traductibles quelque part en psy. Alors ça dépend de quelle IA, mais ça, quelque part en théorie psychologique. J'ai l'impression que la psychologie a une sorte de théorie centrale qui s'explique aussi un peu parce que c'est le niveau intermédiaire à pas mal de questions, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'elle utilise aussi du langage de la psychologie naïve, donc elle peut permettre de faire le pont entre les Exactement, c'est ça. Ah non, mais c'est ça qui permet de connecter à la philo assez facilement. Parce que la philo utilise quand même beaucoup de concepts qui sont des concepts du sens ordinaire, quoi, pour décrire les actions humaines. Donc, c'est vrai que c'est très difficile à traduire en termes neuro et plus facile à traduire en termes psycho. C'est vrai, ouais, c'est oui, alors peut-être qu'on pourrait dire que, les personnes qui travaillent en sciences cognitives ont encore du mal à faire des choses interdisciplinaires, mais que la science cognitive, je trouve quand même, a quand même pas mal réussi à intégrer pas mal de trucs. Parce que ça a une sorte de sens. Sur le long terme, l'entreprise, je pense, fonctionne, même si, oui, jour le jour, les peut-être labos. qu'au sein de chaque discipline, il y a eu des intégrations, mais sans une grande intégration globale, comme le fait que des questions de philo aient été intégrées au sein de la psychologie. C'est ça et je pense qu'il y a pas mal de questions de thèmes, de thèmes de psycho qui ont pénétré en philo et qui ont continué leur vie. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi, une sorte des fois, une sorte d'apathie de chaque discipline qui a pas envie de faire l'effort. On est pris au jour le jour dans tel truc, puis voilà, qui a envie de parler avec des philosophes quand même? Je pense. Oui. Bon, en tout cas, j'ai abordé toutes les questions que je souhaitais. Donc, merci beaucoup, d'avoir répondu à toutes ces questions et même des questions un peu bonus que j'ai disséminées là, depuis le temps. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est maintenant. Non, voilà, je voulais juste dire, ouais, sur la philosophie expérimentale, pour moi, voilà, c'est pas une sorte de révolution sur la philosophie. Voilà, je défends un peu la position de Hobbes quelque part, c'est une sorte de retour aux sources sur certaines vieilles questions philosophiques qui sont, l'origine des concepts moraux, l'origine des catégories, donc moi j'aime bien plus le présenter comme ça, une sorte de réappropriation, d'une part de l'histoire de la philosophie, qui est censée être tombée entre les mains des psychologues, mais les psychologues, s'occupent pas forcément de ces questions donc
autant que les philosophes le fassent. Il y a plein de questions expérimentales qu'on peut pas poser sans les concepts de la philosophie, que seuls les philosophes peuvent poser, ou alors il faudrait que ce soit un psychologue qui a étudié beaucoup de philosophie. Je pense que du coup, plus que comme une sorte de compétition, c'est, entre la philosophie classique et ça, c'est plus une façon de se réapproprier tout un tas de questions classiques, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, pour votre intervention Merci pour et au l'invitation. revoir. Au revoir.